Salut les amis, c'est Max Invest. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant toute chose, car je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne, je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année 2026 avec tous mes meilleurs vœux de réussite, la santé bien évidemment, et aussi on espère que cette fois ce sera la bonne, cette fois ce sera l'année où tout va exploser, exploser dans le bon sens bien évidemment, hein. Et c'est parti, je vais commencer cette petite analyse là de ce qui se passe en ce moment sur les marchés, donc notamment crypto, mais également bourse. Donc on a eu une bonne reprise des marchés là dans la semaine. Le Bitcoin, il est actuellement à 95 000 dollars, sachant qu'il a fait un top à peu près 97, 98 000 dollars. Les altcoins, ça repart tranquillement, tu vois, en douceur. Et cette reprise-là, elle a été amorcée par plusieurs choses. Juste avant d'expliquer ces choses-là, avant que je n'oublie, n'oubliez pas de liker les amis, de commenter si le sujet vous inspire, de vous abonner, partager, etc. Je vais aussi vous mettre le lien de mon Twitter, qui est plus généraliste. Je parle pas que de crypto-monnaie, mais j'en parle aussi. Donc voilà, cliquez un peu partout. Et maintenant, on continue. Donc cette reprise, elle a été poussée par plusieurs choses. Donc d'une part, il y a eu, même si ça a été remis en cause, il y a eu déjà l'amorce d'un cadre légal avec le Clarity Act, même s'il n'a pas encore été voté, vu que Coinbase a critiqué le fait de ne pas pouvoir émettre de rendement en stablecoin et en fait, ils ont dénoncé de manière indirecte le fait que la finance traditionnelle voulait garder la mainmise sur tout type de marché. Pour moi, c'est ça le message sous-jacent, même si on ne nous l'explique pas comme ça. Ça mériterait toute une vidéo à part. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, raison de plus de t'abonner d'ailleurs. Mais voilà. Donc, le vote du Clarity Act a été mis en suspens. Ça aurait permis quand même, malgré la petite critique que je viens d'émettre, à plus de banques et d'institutions d'acheter bah, notamment des altcoins. Parce que, en fait, ça aurait permis à plusieurs altcoins voilà, de venir via cette loi des non-securities, donc un peu à l'image de Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est-à-dire que là, il y a plus de banques et d'institutions, pardon, qui auraient pu permettre à leurs clients d'en détenir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise et ce n'est que l'un des catalyseurs. Ce n'est pas le plus important pour moi, mais c'était quand même bien une petite parenthèse à ce sujet. Notamment que voilà, la reprise, elle est arrivée après justement le fameux Q4, hein, le fameux Q4 qu'on attendait tous en 2025, qui a plutôt été faible, hein, pas fort du tout, non, très très faible. C'était un trimestre très très faible où voilà, tout a chuté. Donc déjà, il y a eu le shutdown, hein, donc le plus long de l'histoire d'ailleurs, hein. Trump a décidément envie de battre tous les records. Donc évidemment, pendant ce temps-là, le trésor américain ne dépense plus. Et un trésor américain qui ne dépense plus, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, ça veut dire moins d'argent qui va circuler dans l'économie. Et puis, il y a eu le problème aussi de la hausse des taux directeurs japonais, avec le problème du carry trade, que voilà, beaucoup de spéculateurs utilisent pour donc emprunter en yens et investir dans d'autres devises où les taux sont plus chers. Bref, euh, il y a tout ça qui a été remis en question et qui a créé un climat de peur, de quasi bear market. Donc il y en a beaucoup qui ont crié au bear market. Moi, je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, moi je suis têtu. Tant que les 0,318 de Fibo sur Bitcoin ne sont pas cassés et qu'on ne clôture pas en dessous, moi je dirais pas qu'on est en bear market. Donc effectivement, je pense pas qu'on est en bear market. D'ailleurs, ma vision des cycles, comme je pense la plupart d'entre vous, elle a changé. Donc autrefois, on croyait tous naïvement que ouais, voilà, les cycles étaient structurés autour du halving, qui a lieu chaque 4 ans, et que un an à un an et demi après, le temps qu'il y ait
les liquidités donc d'abord qui ont été captées par Bitcoin puis qui se déversent sur les alts, et ben là on a le bull run. Mais finalement ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Finalement, le halving, ce n'est pas ce qui structure un cycle, ce n'est qu'un narratif. Je pense que c'est ça finalement le halving, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, le halving ne fait pas tout. S'il n'y a pas assez de liquidités qui circulent dans l'économie, bon bah là le halving, tu peux l'oublier. Bon, j'exagère, mais voilà. Et en fait, pour moi, tant qu'on n'a pas eu de vrai bull run parabolique, on n'aura pas de vrai bear market où on touche vraiment le fond. On sera dans un entre-deux. En fait, si tu veux garder une vision cyclique, tu peux. Mais si tu veux mon humble avis, moi je verrais plutôt à l'heure actuelle des mini-cycles, si on préfère. Des mini bull run, tu vois, des mini phases d'expansion qui alternent avec des mini bear market. Pour moi, c'est plutôt ça qu'on a eu en fin 2025. On a eu un mini bear market, si tu veux. On a eu une chute, tu vois, une grosse correction bien lourde, bien chiante, qui a bien fait peur à beaucoup de gens, qui a fait partir beaucoup de mains faibles. Bon, c'est une sorte de sélection naturelle. Donc voilà, il y a cette première possibilité-là. Ou alors on peut avoir une autre vision. Celle, écoute-moi bien, d'un super cycle. Mais attention, quand je dis super cycle, c'est pas forcément mélioratif. Je n'entends pas ça forcément de manière positive. Non, un super cycle bien long et bien chiant, tu vois, où on va avoir un très long range, tu vois, un très long range où on va grosso modo osciller entre les 100 000 dollars sur Bitcoin et les 80 000, peut-être 75 000 dollars en down, tu vois, on va faire des pump and dump comme ça jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que enfin on ait le fameux quantitative easing qu'on attend tous avec impatience. Parce que oui, les amis, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues en décembre, on en a eu quand même une bonne, et ça je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on a eu la fin du quantitative tightening en décembre. Ça y est, donc le resserrement quantitatif, quantitative tightening, c'est tout simplement quand justement on arrête, pour te la faire simple, hein, on n'active plus la planche à billets, on retire même des liquidités de l'économie. En justement, la Banque centrale, la Fed en l'occurrence, quand elle revend tout ce qui va être obligations, titres, etc., elle va revendre et du coup échanger ça contre de l'argent. Donc ça fait de l'argent qui circule en moins dans l'économie. Là, le quantitative easing, c'est l'inverse. La Fed achète et donc il y a de l'argent qui se déverse dans l'économie. Tu vois? Et là, à l'heure actuelle, si le quantitative tightening est fini, le quantitative easing, lui, n'a pas commencé. On a quand même des taux d'intérêt directeurs américains à 3,75. C'est un peu trop tôt pour qu'il y ait un quantitative... pardon, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Tu sais quoi? Je vais boire juste un peu d'eau. Merci. Donc, le quantitative easing, pour qu'il soit amorcé, il faut que, en règle générale, c'est à taux zéro. Voilà. Donc là, avec des taux à 3,75, on en est encore assez loin. Mais au moins, il n'y a plus de quantitative tightening, je disais. Et on a quand même l'amorce d'un mini, oui, je dis beaucoup mini, d'un mini QE déguisé, notamment via des opérations de reverse repo, donc le RRP. Alors, je vais te définir rapidement, c'est quoi déjà un repo en, en finance. Oui, en français, ça veut dire se reposer, hein, c'est un repos. Mais là, non, c'est pas du tout ça. En fait, un repo, c'est quand une banque va sur le marché des repos pour trouver des fonds en échange d'un collatéral. Donc, ça peut être des obligations, des hypothèques, des bons du trésor, etc. Donc, en l'occurrence, là, on a la Fed
qui injecte des liquidités dans le système en achetant des titres avec l'obligation de les revendre plus tard. Donc là, on a un accord de rachat ou repurchase agreement, repo, tu vois. Donc imagine-toi, tu es une banque, tu achètes, mais avec la promesse de revendre plus tard. Voilà ce que c'est. Le reverse repo, c'est l'inverse. C'est quand une banque cherche un collatéral pour équilibrer son bilan en échange de liquidités. Donc en l'occurrence, la Fed, elle retire des liquidités des banques en leur vendant des obligations avec une promesse de rachat plus tard. Donc en fait, pour la partie qui vend le titre et s'engage à racheter ensuite, c'est un accord de rachat, un repo. Pour celui qui achète puis vend, c'est un accord de rachat inversé, un reverse repo. Donc à l'heure actuelle, la Fed et le Trésor commencent à racheter des obligations via le système des repos. Et donc on le voit là sur l'image. En fait, à la fin 2025, on a eu plus de 200 milliards qui ont été achetés comme ça, que ce soit en bons du Trésor ou même en MBS, c'est-à-dire en Mortgage Backed Security. C'est pour stimuler le marché de l'immobilier. Ça permet justement de donner des liquidités aux banques privées bah, qui sont en manque de liquidité, hein. Donc la liquidité, donc la Fed et le Trésor, ils donnent des liquidités et ils prennent les titres, les bons, les MBS et ainsi de suite. Avec, je répète, la promesse de revendre plus tard à échéance. Voilà. Et en règle générale, ce genre d'opération, ça précède le quantitative easing, justement. En 2019, on a eu justement la fin du QT et des opérations de repo overnight, là. J'adore les anglo-saxons, excusez-moi, hein, c'est une petite parenthèse. Ils ont le don pour inventer des noms stylés pour définir des trucs chiants. On dirait que je dis Batman Arkham Knight. C'est un truc de fou. C'est peut-être une technique qu'ils ont trouvée pour pousser les gens à s'intéresser aux trucs chiants, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça marche, ça marche. Et donc, comme je te le disais, le Trésor américain fait la même chose. Donc, avec le TGA. Donc, le TGA, c'est... alors, attends, je vais te dire, parce que j'ai noté ça aussi. C'est le compte général du Trésor des États-Unis, donc le Treasury General Account. Donc, c'est le compte courant du département du Trésor des États-Unis auprès de la Réserve fédérale. Donc, il fait actuellement du buyback. En gros, lui aussi, il se met à acheter des obligations, des titres, etc. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, car justement, en règle générale, quand les réserves du Trésor augmentent, ça veut dire que... Alors attendez, excusez-moi. Et je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ça plutôt. Là, comme on le voit, quand le Trésor fait augmenter justement ses réserves, ça veut dire que les liquidités, en fait, elles sortent du système. Et la valeur des actifs, elle diminue. Donc on le voit là. Donc, en 2021, là on a justement le graphique du compte du Trésor du TGA de 2021 à début 2026. Donc on le voit, en 2021, ça baissait, et 2021, c'était l'année du bull run, pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, quand on analyse bien, quasiment à chaque fois que le trésor, que les réserves du trésor, voilà, se, se, se vident, et que, voilà, le trésor se met à dépenser ses liquidités, et ben la liquidité revient dans le système économique, et la valeur des actifs repart.
Bon, après, c'est pas une science exacte non plus. Là, on voit qu'à partir de l'été 2023 jusqu'à ouais, à peu près 2025, ça a globalement monté. Or, fin 2023, début 2024, il y avait eu quand même un mini bull run pré-halving. Mais, quand même, ce genre d'information a son importance. C'est une donnée macroéconomique à surveiller. Donc voilà. Par contre, il faut bien avoir en tête que la Fed agit encore avec prudence. Il faut dire que les résultats économiques sont surprenamment trop bons en ce moment. Tu connais l'adage, good news égale bad news. Et voilà, on a eu de bons résultats concernant la croissance économique, concernant le taux de chômage aussi, qui n'est pas si catastrophique que ça. Après, ça dépend, parce qu'il y a les emplois industriels, les emplois agricoles, les emplois machin et tout. Il y a la demande d'inscription au chômage, il y a la création d'emplois. En fait, il y a tout plein de données. Les données sont tellement bonnes que je soupçonne même que ce soit un peu truqué. Après, c'est moi, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ça l'est forcément, hein, mais voilà. Et par contre, bonne nouvelle, mais là c'est good news, good news. L'inflation n'augmente pas beaucoup, hein, elle n'augmente même pas. Là, on est sur Trueflation. On est aujourd'hui, donc au 17 janvier, à 1,6% d'inflation CPI. Donc c'est l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ça va, l'objectif de Powell c'est 2%. Donc après évidemment il y aura d'autres données, etc. Il me semble que c'est le 28 janvier la prochaine réunion de la Fed. Bon, il faut bien dire que le dernier discours de Powell a été quand même assez, je dirais pas pessimiste, mais très prudent. Très 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 prudent. Il a quasiment dit qu'en 2026 il n'y aurait pas de baisse des taux. Bon, il y a une part de foutage de gueule aussi, parce que son mandat, il le finit courant 2026. Donc, c'est pas lui qui va décider de s'il y aura pas de baisse des taux ou pas sur toute l'année 2026. Hein, faut pas qu'il se moque de nous. Et bon, Trump en a marre de lui, hein. Ça fait des mois qu'il n'arrête pas de l'appeler too late, en retard. Powell en retard. Too late Powell. Qu'il fait pression sur lui pour baisser les taux. Et donc voilà. Et Trump veut le faire dégager le plus vite possible, il en a marre d'attendre. Il y a même des poursuites judiciaires qui ont été entreprises contre Powell concernant le fait qu'il aurait induit en erreur le Congrès à un moment. Bref, enfin bon, on sait que c'est un prétexte qui peut-être est basé sur du vrai, hein, je n'en sais rien, mais on sait que c'est un prétexte parce que à haut niveau, on en a marre de Powell. Moi, perso, j'en ai rien à foutre de lui. Je sais qu'il partira un jour et au fond, il fait son travail, hein. Powell n'est pas là pour t'enrichir, toi et moi. Powell, il a l'économie du plus grand pays au monde à gérer. Il doit définir la politique monétaire de ce pays-là. Bon, je peux comprendre qu'il soit prudent. C'est quelqu'un qui marche sur des œufs à chaque fois. Et avec Trump comme chef, ça doit pas être facile tous les jours. Mais bon, voilà. Donc Trump, je pense que oui, veut précipiter la baisse des taux et le quantitative easing, et je pense qu'il s'en fout de dévaluer le dollar. Donc là, on rentre dans des considérations un peu plus géopolitiques. Donc encore une fois, pour tout ce qui est géopolitique, tu as mon autre chaîne, Samus Maximus. Tu as aussi ben, mon compte Twitter. Je vais te mettre le lien en commentaire épinglé. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Mes chaînes sont censurées. Voilà, si c'est possible de donner de la force parce que ça demande du travail. Et n'hésite pas à me faire un retour sur ce que tu as pensé de ce format. Est-ce que tu préfères des vidéos un peu plus, disons, au format podcast ou avec plutôt quand je filme mon écran directement, quitte à parfois être surpris et découvrir des informations en direct. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tant sur le fond que sur la forme.
Et puis, ben, merci à vous et surtout, n'oubliez pas que ce bon vieux Max Invest ne retournera jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.